Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Après plusieurs jours d'escalade militaire entre Washington et Téhéran, Donald Trump a joué hier la carte de l'apaisement dans une allocution télévisée. Le président des États-Unis s'est félicité que le régime iranien semble reculer et s'est dit prêt à la paix. Ce dernier a assuré qu'aucune victime américaine n'était à déplorer après des tirs de missiles iraniens dans la nuit de mardi à mercredi sur des bases en Irak. Si aucune réponse militaire n'a été évoquée, Donald Trump a toutefois annoncé de nouvelles sanctions économiques contre la République islamique. Une désescalade entre l'Iran et les États-Unis est-elle envisageable? Donald Trump dispose-t-il des soutiens nécessaires pour mener une telle confrontation? On en parle avec vous, Alexandra de Hoopscheffer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis, des relations transatlantiques et des enjeux stratégiques, directrice à Paris de la recherche du think tank German Marshall Fund of the United States. Et vous avez notamment publié Hamlet en Irak aux éditions du CNRS. Pourquoi Donald Trump s'est-il lancé dans cette entreprise? Je pense que la meilleure manière de le comprendre, c'est de l'interpréter comme une démonstration de force. Effectivement, vous l'avez rappelé, dans un contexte politique américain qui n'est pas du tout favorable au président américain. Et puis surtout en écoutant les responsables politiques américains expliquer à leurs alliés européens, donc nous, les raisons de cette frappe qui a tué Soleimani. Finalement, c'est assez clair. Il s'agissait de restaurer, c'est la manière dont ils le disent, la crédibilité militaire américaine face à l'Iran, de restaurer la force de dissuasion américaine dans la région. Il faut le rappeler dans un contexte où les Iraniens ont attaqué à plusieurs reprises des drones américains, des installations pétrolières saoudiennes, ont également attaqué des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Et à chaque fois, on a eu un président américain qui était extrêmement prudent, qui répétait sans cesse « je ne veux pas la guerre avec l'Iran ». Et donc les plus proches conseillers de Trump ont estimé que le président Trump avait peut-être trop donné l'impression à l'Iran, mais aussi aux alliés stratégiques des États-Unis dans la région qui ne voulaient pas la guerre et donc il s'était montré peut-être trop faible. Donc moi j'interprète ça comme vraiment une action très forte. C'est effectivement l'option la plus radicale que Mike Pompeo, son secrétaire d'État, et le secrétaire à la Défense, Mark Esper, lui ont présenté dans sa maison de Floride autour de Noël. Il a choisi cette version la plus radicale parce que c'était une forme de rattrapage, si je puis dire, après une série de non-actions américaines. C'est assez paradoxal, Alexandra de Hoopscheffer, parce qu'on a plutôt l'impression que Donald Trump est un facteur de guerre, qu'il est plutôt irrationnel et que cette irrationalité va le conduire à faire des choses risquées. Et vous expliquez que s'il a pu pécher, aux yeux en tout cas de son état-major, c'est plutôt par tempérance ou en tout cas par prudence. Oui, absolument. On se souvient que une de ses plus grande promesse de campagne en 2016, c'était de terminer ce qu'il appelait ces guerres sans fin, n'est-ce pas? Et notamment ces guerres post-11 septembre 2001, Irak, Afghanistan, et surtout pas de déclencher une nouvelle guerre. D'ailleurs, un de ses tweets de ces derniers jours, il disait « Nous avons pris des mesures non pas pour déclencher une nouvelle guerre, mais pour empêcher une nouvelle guerre ». Et donc là aussi, il y a dans l'argument militaire, et notamment du Pentagone, cette idée que ces frappes étaient non seulement punitives pour toutes les séries d'attaques iraniennes dont j'ai parlé, mais aussi préventives, parce que le renseignement américain aurait eu des informations sur des attaques que Soleimani était en train de préparer contre les intérêts et la présence militaire américaine en Irak. Après, le problème, c'est qu'on a tellement entendu de mensonges, c'est qu'on a tellement dans la tête 2003, n'est-ce pas? Avec 2003, c'est-à-dire 2003, l'intervention américaine en Irak, qui était effectivement fondée sur l'argument soi-disant appuyé sur le renseignement américain qu'il y avait des armes de destruction massive. Et on découvre ensuite qu'il n'y en avait pas. Donc, le problème, c'est qu'à l'heure des fake news, il y a une crise de confiance dans ce que peut dire le président américain, dans les justifications d'une action militaire. Et c'est là aussi où le Congrès américain demande plus d'explications. Or, le problème, c'est que le Congrès américain, aujourd'hui, si je puis le résumer ainsi, a perdu le contrôle, la maîtrise de la politique étrangère. On voit que depuis les attentats du 11 septembre, le président américain a finalement tous les pouvoirs pour déclencher une action militaire. Et d'ailleurs, la résolution bipartisane qui avait été adoptée par le Congrès
après le 11 septembre et qui autorise le président américain à utiliser la force militaire pour frapper ou riposter à des frappes par des terroristes liés aux attentats du 11 septembre. Ensuite à Al-Qaïda, c'est Obama qui a élargi cette autorisation en 2016 à Al-Qaïda, continue finalement de former ce cadre juridique pour toute action militaire qui serait décidée de manière ponctuelle par un président américain. Mais aujourd'hui, Alexandra de Hoop-Scheffer, précisément, le Congrès lui dénie ce droit de faire la guerre à l'Iran. Bien sûr, mais il a le droit. Il n'a pas déclaré la guerre. C'est autre chose que de. Il a le droit de pouvoir frapper de manière ponctuelle, de manière limitée, des cibles pour défendre les intérêts américains. C'est un peu le principe de légitime défense, vous voyez ? Où se situe cette ligne jaune qu'il ne pourrait pas franchir? À partir de quand on considère qu'il y a guerre? Et donc à partir de quand n'a-t-il pas le droit de poursuivre cette escalade? Alors c'est vraiment une question d'abord de l'ampleur de la force qui est déployée sur le terrain. Là, ce sont des frappes ponctuelles par drone. Là, il y a eu effectivement un redéploiement militaire américain, non pas en Irak, mais dans la région du Golfe. Mais là aussi, c'est dans l'esprit de dissuasion pour encercler l'Iran et l'empêcher justement de continuer à attaquer les intérêts américains et saoudiens. Mais ce qui changerait vraiment la donne, c'est si le président américain disait il faut qu'on redéploie de manière prépondérante des forces militaires sur le terrain, et notamment en Irak. L'hypothèse selon laquelle, Alexandra de Hoop-Scheffer, Donald Trump aurait mené cette action contre Soleimani tout simplement parce qu'il lui faut distraire l'opinion publique américaine de ses ennuis, autrement dit de la procédure d'impeachment qui l'affecte. Qu'en pensez-vous ? Ça fait partie je dirais, du calcul politique, oui, qui a été un facteur important dans cette décision qu'a prise Trump. L'objectif, là, c'est effectivement d'essayer de faire glisser le débat au Congrès, qui est actuellement centré sur l'impeachment, sur le terrain de la politique étrangère. De montrer que dans cette situation de conflictualité dans la région du Moyen-Orient et de l'Iran, que le président Trump est un président déterminé, qu'il est un président fort, et que, au lieu de ça, les démocrates, eux, sont en train d'essayer de le destituer. Voilà. Donc c'est aussi de montrer un petit peu le contraste qu'il y aurait entre la posture de lui en tant que commandant en chef des forces armées américaines et puis les démocrates qui sont là finalement en train de le menacer pour pas grand-chose. Voilà. Donc oui, le calcul politique est présent et il y a aussi très présent dans sa tête, et il en parle régulièrement dans ses discours quand il parle de l'Iran, 1979. C'est-à-dire, et on l'a senti vraiment dans cette décision, ce choix de frapper Soleimani, la peur de se retrouver dans un cas de figure un peu similaire, c'est-à-dire de devoir à nouveau renégocier avec l'Iran la libération d'éventuels nouveaux otages américains. Et ces images de l'ambassade américaine qu'on a vues à la fin de l'année en train d'être envahies par les milices chiites pro-iraniennes ont terriblement heurté l'esprit du président américain. Il a à l'esprit aussi que cela a mené à la défaite électorale de Jimmy Carter et à l'élection de Ronald Reagan. Donc il voit très bien le poids que peut jouer ce type d'événement, ce type d'image dans une année électorale. Mais Jimmy Carter avait l'image d'une colombe, une colombe oui, qui était en quelque sorte beaucoup trop candide par rapport à la dureté des rapports de force, tandis que Donald Trump a plutôt l'image d'un faucon, même si vous semblez relativiser, non pas cette image, mais en tout cas la réalité de cette image, Alexandra de Hoop-Scheffer. Il est surtout influencé par son secrétaire d'État, Mike Pompeo. Cette décision-là a véritablement été poussée par son secrétaire d'État. Mike Pompeo, ça fait 10 ans qu'il sert le gouvernement américain au sein du Congrès, ensuite en tant que directeur de la CIA, donc croyez-moi qu'il maîtrise bien ces sujets-là, et puis en tant que secrétaire d'État. Donc il a été sur cette décision pas seul à décider. Ça, c'est quand même important. Alors effectivement, le président américain, et c'est normal, est le dernier à trancher. On l'a vu aussi sur la ligne rouge non suivie par Obama en 2013, à l'encontre de ce qu'avait pu lui dire à l'époque Hillary Clinton ou d'autres. Mais là, il y a quand même eu une concertation très étroite avec notamment ce duo qui est Esper, son secrétaire à la Défense, et Mike Pompeo, qui ont tous les deux poussé finalement à une riposte
très ferme. Ce qui veut dire que Donald Trump, finalement, peut écouter des conseils, puisque là aussi, on le dit imprévisible, on dit que personne ne peut lui dicter sa politique. Et là, vous considérez que Mike Pompeo est à l'origine de la frappe contre Qassem Soleimani. Dans certains cas, oui, surtout dans des situations où il s'agit d'utiliser la force militaire, qui est quand même une décision très importante pour un président américain. Mais je pense que ce qu'il faut aussi retenir de cette escalade, parce qu'on a l'impression que c'est une escalade récente qui remonte à quelques semaines, cette escalade finalement a lieu depuis mai 2018, le jour où le président américain a décidé de retirer les États-Unis de l'accord nucléaire iranien. Et je dirais encore plus, cette escalade s'est accélérée depuis le printemps 2019, puisque qu'est-ce qui s'est passé en avril 2019 ? Le président américain a décidé de lever les exemptions qui étaient accordées à l'Iran pour la vente de son pétrole vers des pays comme la Chine, l'Inde ou le Japon. Et donc là, on a vraiment eu une riposte iranienne sur les terrains militaires beaucoup plus forte, en réponse à l'asphyxie économique qui lui était imposée par l'administration Trump. La question pétrolière, si cette crise contribue à renchérir les prix du pétrole, Alexandra de Hoopscheffer, est-ce que Donald Trump ne pourrait-il pas, par le biais donc là aussi de l'opinion publique américaine, en être la victime collatérale ? Parce que si les prix de l'essence augmentent, les Américains risquent de ne pas apprécier la chose. Alors cet argument, lui, il l'évacue immédiatement. On l'a vu dans son discours d'hier sur l'Iran. Les États-Unis sont maintenant indépendants énergétiquement. Alors c'est vrai que depuis septembre 2019, les États-Unis sont exportateurs nets de pétrole. Alors, ce qui est un changement historique pour la puissance énergétique américaine. Donc ça, c'est nouveau. Alors, il utilise ça comme argument en disant on n'a plus besoin du pétrole saoudien. Nous, on peut partir. C'est à vous, l'OTAN européen, de gérer cette région et puis également les alliés stratégiques, Arabie saoudite et pays du Golfe. En revanche, ce qu'il oublie, c'est que les États-Unis ont terriblement besoin de la stabilité du marché pétrolien mondial. Donc si la situation, notamment dans le Golfe Persique, se dégénère et qu'effectivement on a les prix du carburant qui augmentent, bien sûr que ça va affecter les États-Unis. Donc il a une vision là qui est quand même très illusoire de ce qu'est l'indépendance énergétique américaine aujourd'hui. Une vision illusoire, un calcul qui lui serait personnel, parce que qu'en pense aujourd'hui l'opposition, autrement dit les démocrates, sont-ils sur sa ligne par rapport à l'Iran ? Est-ce que finalement l'attitude de Donald Trump, qui consiste à dire qu'il y a aujourd'hui un ennemi pour les États-Unis, un ennemi principal, et que cet ennemi est l'ennemi iranien, est-ce que c'est quelque chose qui fait consensus aux États-Unis, Alexandra de Hoopscheffer ? Alors, on voit dans les réactions, effectivement, une division partisane. On a le camp républicain qui est vraiment derrière, à part 2 sénateurs républicains, la décision de Donald Trump. En revanche, le camp démocrate est quasi unanimement contre cette décision et contre surtout l'idée de déclencher peut-être une éventuelle guerre. On le voit parmi tous les candidats à la présidentielle. En revanche, j'ai trouvé les arguments de Bloomberg assez intéressants. Bloomberg, un des candidats effectivement démocrates à l'investiture. Et on lui a posé la question justement sur l'Iran, sur la manière dont Trump gérait aussi la Corée du Nord, tous ces États qui créent beaucoup de déstabilité dans le monde et dans leurs régions respectives. Et il n'était pas tout à fait en désaccord avec le président. Il a dit il faut montrer à la fois de la fermeté, mais aussi je ne suis pas contre le dialogue. Et c'est vrai que Trump, lui, essaye de jouer un peu sur les 2 panneaux, mais ce qu'il a oublié, notamment dans le cas iranien, c'est qu'on ne peut pas sanctionner à ce niveau-là, à ce degré-là l'Iran et espérer que l'Iran vienne à la table des négociations. Ça a été l'effet inverse et c'est ce que nous, Européens, on craignait effectivement. Mais alors ce qui est très étonnant, c'est que là aussi pour les commentateurs libéraux, les commentateurs de gauche, je le dis vite, j'ai par exemple sous les yeux un article de David Graham. David Graham est éditorialiste pour The Atlantic. Et alors ce qu'il reproche à Trump, il lui reproche 2 choses. Il dit tout d'abord, tuer Soleimani ne réglera aucun problème. Trump veut aujourd'hui régner en Iran, mais le problème c'est qu'il n'est pas prêt à payer le prix d'une guerre. Là-bas, il ne veut pas faire la guerre. Autrement dit, il lui reproche d'être modéré.
C'est très ambigu. Moi, je me dis qu'aurait fait un président démocrate dans la situation de Donald Trump. C'est-à-dire qu'on a effectivement l'ambassade américaine qui est attaquée, on a plusieurs morts américains. Il faut se souvenir, ce qui est intéressant, que ces attaques iraniennes contre les bases militaires américaines, c'est pas nouveau. Obama, président démocrate, en a subi des tonnes. En 2011, quand il a décidé de retirer, on se souvient, les troupes américaines d'Irak, était une de ses promesses de campagne, les bases américaines ont été attaquées à plusieurs reprises par des roquettes iraniennes, provoquant la mort de plus d'une douzaine de soldats américains. Vous imaginez, donc c'était un contexte encore pire, si je puis dire, qu'aujourd'hui. On lui a présenté un éventail d'options. Ça allait effectivement des forces spéciales qui allaient cibler localement les milices chiites pro-iraniennes, aux cyberattaques, jusqu'à effectivement cibler Soleimani directement. Il a décidé de s'écarter de cette option et de frapper les milices. Dans les années 2000, au moment où Soleimani était l'architecte de ces attaques avec les engins explosifs qui ont fait énormément de morts américains en Irak, on lui a présenté le même éventail d'options, y compris l'élimination de Soleimani. Il a choisi la riposte locale contre les milices. Donc là, il y a une volonté de Trump véritablement de recourir à l'option radicale. Et est-ce qu'il ne va pas par là déclencher peut-être une nouvelle forme de négociation? Ne va-t-il pas aussi nous pousser, nous Européens, à nous impliquer un peu plus politiquement, diplomatiquement sur ce dossier? Ce sont des dynamiques qui sont vraiment en train de se développer là sous nos yeux. Donald Trump est-il un si mauvais tacticien? Parce que lorsqu'il a formulé ce tweet un peu sibyllin qui évoquait 52 objectifs culturels qui étaient visés, peut-être à ce moment-là a-t-il remporté une victoire tactique? En tout cas, la riposte de l'Iran est une riposte limitée. On dit que cette riposte également a été concertée avec les États-Unis. Vous y croyez? Moi, j'y crois, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi on n'a eu aucun mort américain, aucun mort irakien? En tout cas, le gouvernement irakien, ça c'est sûr, a été concerté. Moi, je pense qu'il y a eu concertation. Et puis les missiles iraniens qui ont été utilisés contre les bases militaires, en grande partie, étaient défectueux. Donc il y avait une volonté délibérée, effectivement, de limiter l'impact et surtout de ne pas causer de morts américains, puisque c'était la ligne rouge de Donald Trump. Et on a vu qu'une fois qu'elle a été franchie avec la mort de cet interprète américain, enfin irakien naturalisé américain, il a décidé de frapper. Donc, moi, je pense que la réponse iranienne a été délibérément limitée pour justement ne pas aller dans l'escalade. Et la réponse de Trump hier, c'était effectivement continuons à apaiser les choses, mais en revanche, à nouveau, il sort la carte des sanctions économiques, puisqu'à défaut, effectivement, comme vous l'avez dit, d'une vision cohérente de la politique étrangère américaine, les sanctions, finalement, c'est l'outil de politique étrangère le plus privilégié, le plus utilisé par cette administration, avec finalement des conséquences qui peuvent déborder dans le domaine militaire. Et c'est ça qu'il n'a pas anticipé, et c'est ça que nous, Européens, nous craignons depuis le retrait des Américains de l'accord nucléaire, c'est que les choses escaladent jusque dans le domaine militaire. Ah oui, parce que dans le domaine de l'accord nucléaire, alors là, tout est à reprendre. Et c'est le deuxième reproche, d'ailleurs, qui lui est adressé dans le camp démocrate. Il n'y a plus d'accord nucléaire et puis il n'y a plus tellement de perspectives claires sur ce que l'Iran va faire dans ce domaine. Alexandra de Hoop-Scheffer. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'hier, dans son discours, j'étais frappée par la présence justement des Européens dans son discours. Alors d'abord, toujours ce que j'appelle une stratégie d'usure que nous impose l'administration Trump depuis sa décision de retirer les États-Unis de l'accord nucléaire, c'est-à-dire de pousser les Européens en faisant de la pression par les sanctions, par d'autres outils, pour qu'on s'aligne sur la position américaine, c'est-à-dire se retirer de l'accord nous-mêmes et négocier un nouvel accord. Or là, négocier un nouvel accord dans les conditions d'aujourd'hui, c'est absolument impossible, les conditions ne sont pas réunies. Le deuxième point qui, moi, m'a intriguée, on va voir ce qui va se passer ces prochains jours, il a parlé de l'OTAN. Il a dit l'OTAN doit maintenant jouer un rôle plus important au Moyen-Orient.
Qu'est-ce que cela signifie concrètement? On voit qu'il y a une volonté petit à petit de déléguer de plus en plus la gestion des crises dans cette région aux alliés à la fois régionaux et européens. Mais ce qui me frappe en tout dernier point, c'est que les États-Unis se tournent maintenant vers l'Europe. En fait, on a l'habitude finalement de gérer les conséquences des décisions de Trump, mais l'Europe, elle, se tourne vers qui? Vers Moscou. Merkel se rend samedi rencontrer Poutine pour parler de l'Iran, de la Syrie, de la Libye. Et nous, la France, on ne cesse d'essayer d'établir un contact avec Poutine sur ce sujet. Donc on a à la fois une volonté de s'impliquer et puis finalement, on désoccidentalise un peu plus la gestion de crise dans cette région. Alexandra de Hoopscheffer, on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes directrice de la recherche du think tank German Marshall Fund. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Après le temps du deuil national, l'Iran organise sa riposte pour venger son haut dignitaire Soleimani. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Iran a tiré une série de missiles sur des bases irakiennes utilisées par l'armée américaine. Ali Khamenei, guide suprême de la révolution islamique, s'est réjoui d'une gifle en pleine face adressée aux États-Unis. En réponse, Donald Trump a annoncé hier un nouveau train de sanctions économiques contre la République islamique. Nous sommes en compagnie de la politologue Alexandra de Hoopscheffer et nous recevons Mahnaz Shirali. Bonjour, vous êtes sociologue politique, spécialiste de l'Iran. Mahnaz Shirali, votre regard sur ces frappes, les frappes iraniennes qui ont touché 2 bases américaines? Je dirais plutôt les feux d'artifice. Ce n'était pas de véritable frappe. L'Iran promettait une vengeance inoubliable aux États-Unis. Il a fini par faire des feux d'artifice. Je pense qu'on ne peut pas féliciter véritablement les dirigeants de la République islamique, quoique je suis ravie que l'épisode ne soit pas tombé dans la guerre et dans le pire. Mais alors, pourquoi faire feindre en quelque sorte des répliques? Selon vous, quelle est la stratégie poursuivie par aujourd'hui le pouvoir iranien? Alors pour répondre à votre question, qui est une excellente question, Guillaume Erner, il faut un petit peu regarder ce que c'est la République islamique. Quelque chose que personne n'a jamais voulu prendre au sérieux. Ça fait 40 ans que les ayatollahs passent de crise en crise et qu'ils achètent leur survie grâce aux crises répétitives, mais jamais les Occidentaux n'ont daigné de prendre en considération le fonctionnement interne de ce régime. On est systématiquement tombé dans leur piège et on n'arrête pas de les prendre comme des gens naïfs, des victimes des Américains. On oublie tout simplement que dans la région, il n'y a pas des gentils et des méchants et que ce genre de schéma caricatureux ne marche plus du tout pour cette région. De bout en bout, on a affaire à des gens qui sont très malins, qui savent magnifiquement manier l'image, de manipuler l'opinion publique, manipuler les émotions, les sentiments. Et donc, il ne faut pas du tout tomber dans ce genre de piège que les pauvres ayatollahs, ils sont victimes des méchants de Donald Trump. Alors donc, soyons sérieux, prenons un peu de distance par rapport à ce discours conventionnel et médiatique qui règne malheureusement aujourd'hui en France. Alexandra de Hoopscheffer, il y a aujourd'hui une présence très forte de l'Iran dans la région. C'est la puissance régionale. S'il fallait essayer de faire un état des forces iraniennes en présence, qu'est-ce que cela donnerait? C'est impressionnant, mais il faut quand même rappeler qu'en 2003, quand les États-Unis sont intervenus en Irak, ils ont enlevé, en renversant le régime de Saddam Hussein, un des plus gros obstacles à l'influence iranienne en Irak et puis plus globalement dans la région. Donc on s'étonne aujourd'hui de l'influence iranienne dans la région alors que les États-Unis sont les premiers finalement à l'avoir renforcée au cours de ces dernières années. Et puis aussi, l'histoire se répète, hein, les Américains ont travaillé main dans la main avec ces milices chiites pro-iraniennes qui ont, elles, perpétré des attaques contre les bases américaines dès le lendemain du renversement du régime de Saddam Hussein pour contrer le retour des sunnites et des baasistes, et puis plus récemment pour lutter contre l'État islamique. Et d'ailleurs, Trump
de manière très ironique, mais il y croit, a terminé son discours hier en disant « Il faudrait qu'on travaille, je propose à l'Iran qu'on travaille ensemble, puisqu'on a un ennemi commun qui est l'État islamique. Il faudrait peut-être qu'on se concentre sur cet ennemi commun et cet intérêt partagé de lutter contre cet ennemi commun plutôt que de s'affronter dans la région. » Voilà, donc effectivement, on a une compétition entre les États-Unis et l'Iran, notamment en Irak. L'Irak a, depuis le renversement du régime Saddam Hussein, est pris en étau entre les États-Unis et l'Iran. Alors, j'aimerais rappeler un épisode qui peut faire écho à ce que vous venez de dire, Manaz Shirali, sur la situation aujourd'hui en Iran, entre l'Iran et les États-Unis. On a déjà eu l'élimination d'un numéro 2 du Hezbollah. Il s'appelait Imad Mounier. Il a été tué le 12 février 2008 dans un attentat qui a fait exploser son véhicule, a priori un attentat attribué au Mossad. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que quand cet homme, qui était donc, je le rappelle, numéro 2 du Hezbollah, est mort, on a eu des déclarations, notamment de Soleimani, qui était déjà le puissant chef de guerre qu'il est resté pendant 11 ans, qui a expliqué que l'Iran ne pouvait pas laisser ce crime impuni, qu'il allait y avoir beaucoup plus que des lancements de missiles, qu'il allait y avoir la destruction de l'entité sioniste, autrement dit d'Israël. À l'issue de quoi il ne s'est absolument rien passé. Est-ce que finalement l'élimination de Soleimani ne rappelle pas l'élimination d'Imad Mounier ? D'une étrange manière, au lendemain de la mort de Qassem Soleimani, après la première vague de jubilation dans une grande partie de la société iranienne, qui était ravie d'apprendre que ce criminel de guerre a été visé par les Américains, la deuxième vague était la vague des rumeurs. J'ai reçu toute une série de messages de la part des jeunes Iraniens qui comparaient justement Qassem Soleimani avec Imad Mounier, en disant que ce sont les gens de la République islamique qui se sont débarrassés de l'homme fort des postes-de parce qu'il leur faisait peur. Et ils m'ont demandé de cautionner cette rumeur. On me demandait ce qui se passe en France, à l'étranger. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors parce qu'il faut expliquer que la mort de Mounier, alors la roue de secours de son Mitsubishi Pajero a été piégée, elle était remplie d'explosifs. Il sortait d'une réception donnée par l'ambassadeur d'Iran en Syrie. Donc, les Iraniens savaient parfaitement où il était. Tout le monde savait où il était. Le Mossad n'a jamais assumé sa disparition. On ne sait pas très bien qui a tué Mounier, même si, bien entendu, c'est Israël et les États-Unis qui ont été accusés de l'être. Et ce que l'on sait de manière certaine, c'est qu'il n'y a pas eu de réplique. Alexandra de Hoop-Scheffer. Non, il n'y a pas eu de réplique. Il n'y a pas eu de réplique, contrairement à aujourd'hui. Et comme je le disais, effectivement, les États-Unis ont été confrontés à ce type de situation dans le passé, notamment avant la signature de l'accord nucléaire iranien de 2015. Et à chaque fois, effectivement, on leur présentait un panel d'options, dont les plus radicales, qui allaient jusqu'à effectivement l'assassinat politique. Et les États-Unis ont toujours préféré finalement les ripostes, disons, localisées, régionalisées le plus possible pour justement éviter l'escalade vers une potentielle guerre. Donc là, on est dans une autre dimension avec Trump, même si on n'est pas dans la guerre, on est dans une panoplie d'options, sauf, si je puis dire, la guerre frontale. On a des cyberattaques, on a une opération maintenant de surveillance maritime américaine dans le détroit d'Ormuz, une coalition avec l'Australie, avec les Britanniques, avec les Émirats arabes unis, avec le Bahreïn, pour essayer de contrer les ambitions et les attaques éventuelles de l'Iran dans cette région. Donc on a vraiment cette volonté d'utiliser tous les instruments, les sanctions bien entendu, sauf la guerre. Oui, sauf la guerre, sauf la poursuite effectivement d'une situation qui est malgré tout une situation d'intense tension. La disparition de Soleimani, Manaz Shirali, qu'est-ce qu'elle pourrait changer en Iran ? Écoutez, j'ai vraiment l'impression qu'on exagère sur la personnalité de Qassem Soleimani.
Qasem Soleimani, s'il avait une caractéristique principale, c'était son non-respect pour la vie humaine. C'était quelqu'un qui pouvait se débarrasser des milliers de gens à tête froide, sans aucun problème. Et on est aujourd'hui, la plupart des observateurs de la situation du Moyen-Orient sont en commun accord que Bachar al-Assad n'aurait jamais pu assassiner 500 000 de la population syrienne sans aide de Qasem Soleimani. S'il n'avait pas un homme fort derrière, c'est un homme... Bachar al-Assad, c'est un homme qui n'a pas beaucoup de confiance en lui. Il avait besoin d'avoir un homme fort entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune force dans la cruauté que ces hommes font preuve. Mais par contre, cet homme, il était de sang-froid. Et hier, j'ai trouvé plusieurs vidéos de Qasem Soleimani qui disaient que jusqu'à là, il y a des milliers de gens qui ont été sacrifiés pour la République islamique et que désormais, la République islamique mérite d'avoir encore plus de sacrifices, de sang-froid. On dit que Soleimani était plutôt méprisant à l'égard de Bachar al-Assad. Moi, je ne connais pas du tout la psychologie de ces hommes, c'est-à-dire je ne me penche pas sur les analyses psychologisantes. Je me penche uniquement sur l'analyse. Une analyse, pardonnez-moi, je vous ai coupé. Ce n'est pas une analyse psychologisante, c'est simplement le fait qu'aujourd'hui, c'est l'Iran et donc Soleimani à l'époque qui dirigeait les actions notamment de répression du régime syrien. Vous avez parfaitement raison de dire que c'était Soleimani qui était derrière et c'était Soleimani qui dirigeait les opérations et c'est absolument avéré, c'est-à-dire c'est un fait que sans Soleimani, Bachar al-Assad ne pouvait pas faire ce qu'il a fait. Et sans Soleimani, les répressions de novembre dernier n'auraient pas eu autant d'impact. Il a tué quand même, il a donné l'ordre de répression et c'est lui qui a donné l'ordre de feu. C'est lui, on dit qu'il n'était pas impliqué dans la politique intérieure, c'est tout à fait juste, mais il était impliqué dans la répression intérieure. Il était quelqu'un parfaitement capable de tuer. Alors, est-ce qu'il est remplaçable? Bien sûr, il est remplaçable. Il y a tellement de gens de sa hauteur, de cette cruauté dans la République islamique. Donc, je peux rassurer l'opinion française qu'il est parfaitement remplaçable et que ce n'est pas du tout les hommes cruels comme lui qui manquent à la République islamique. Alexandra de Hoop-Scheffer, une réaction. Ce qui est intéressant, c'est que cet épisode d'escalade paroxystique entre les États-Unis et l'Iran qui semble se calmer un petit peu, il va falloir voir, s'inscrit dans un double contexte à la fois, et vous l'avez très bien dit, de contestation de plus en plus de l'influence iranienne dans la région. On l'a vu par ces manifestations contre l'influence iranienne en Irak, notamment depuis octobre 2019, mais également au Liban, mais également à l'intérieur de l'Iran. Donc il y a eu quand même un épisode là, de politique intérieure, mais aussi extérieure, très compliqué pour l'Iran. Et du côté américain, une volonté de Trump, effectivement, de désengager, de diminuer notamment la présence diplomatique américaine, notamment en Irak. Et donc, des deux côtés, on a eu une forme d'affaiblissement d'influence politique dans la région qui a fait que ça a créé des deux côtés une volonté de peut-être d'aller un peu plus dans la surenchère. Ce qu'a réussi à faire l'Iran en Irak, c'est assez remarquable. En quelques semaines, c'est de retourner les manifestants qui, justement, se manifestaient contre l'influence iranienne et de les retourner contre les Américains. Alors justement, expliquez donc, vous qui connaissez bien l'Irak, Alexandra de Hoop-Scheffer, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là, finalement? En arriver dans à une situation où l'opinion publique irakienne est largement retournée contre l'influence iranienne, parce que depuis le renversement du régime de Saddam Hussein, le gouvernement maliki et les autres sont véritablement sous la coupe, sous l'influence de l'Iran. On pourrait dire que l'Irak aujourd'hui, sans l'Iran, ne pourrait pas tenir, ni économiquement, commercialement, ni politiquement. Et ces milices chiites que les Américains ont, de manière très illusoire, essayé de démilitariser, de désarmer pour créer un semblant d'armée irakienne qui n'existe pas aujourd'hui. Il n'existe pas d'État ni d'armée irakienne. C'est elles qui font la sécurité aujourd'hui et l'insécurité en Irak. Donc ça crée une forme d'insécurité permanente au sein de la population irakienne qui fait qu'il y a eu ces manifestations qui se sont renforcées au cours de ces derniers mois. Madame Chirali. Pour répondre à votre question, qui est une excellente question,
pourquoi ce retournement? C'est excellent, c'est-à-dire on est en face d'un phénomène inédit. Comment ce retournement, comment expliquer ce retournement? Ce retournement nous a appris beaucoup de choses. Contrairement à cette immense exagération sur la puissance de l'Iran, de la République islamique dans la région, on a vu une fois que les pétrodollars ont été arrêtés, que à la suite des sanctions américaines, les dirigeants de la République islamique n'avaient plus de quoi payer leurs mercenaires dans la région, tout a retourné contre eux. Pendant plusieurs décennies, les dirigeants de la République islamique ont lapidé la richesse nationale de ce pays dans la région pour établir un empire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi finalement un empire de mercenariat. Ils n'ont jamais réussi à créer, à construire de véritables structures de pouvoir, de véritables infrastructures de pouvoir. C'était seulement une armée de soldats, de mercenariat. Quand on les payait, ils jouaient en faveur de l'Iran et une fois que les pétrodollars ont été arrêtés, fini. Ils n'ont même pas le pouvoir de l'État islamique parce que l'État islamique de Daesh, il avait des soldats idéologiques. Alors, d'une étonnante manière, nous avons vu que l'Iran n'a même pas réussi, tant mieux, mais n'a même pas réussi à avoir des soldats idéologiques. Ce sont des mercenaires. Quand on ne les paye pas, ils sont contre eux. Il a perdu son influence au Liban, il a perdu son influence en Irak. Et donc, l'empire de mercenariat n'était qu'un château des cartes. Manal Shirali, il y a quand même un mystère parce que la République islamique, pratiquement depuis la Révolution, on explique que les mollahs sont promis à un sort funeste, que les Iraniens vont finir par les pendre, et puis finalement cette République, elle tient malgré les sanctions, dans une situation économique qui est plutôt difficile. Comment expliquez-vous le fait que ce pouvoir soit insane à vos yeux, mais tienne malgré tout, et donc bénéficie malgré tout d'un soutien populaire? Guillaume Erner, ce n'est pas à moi de vous apprendre, vous le savez parfaitement bien, que les régimes dictatoriaux, ce sont des régimes extrêmement solides. Rien n'est plus facile que de régner par la terreur et par la peur. Ce qui est difficile, ce qui est fragile, ce sont les démocraties. Ce sont les démocraties qui ne sont pas du tout faciles à maîtriser. Il est très, très, très compliqué de créer des réformes, de changer quoi que ce soit. Regardons ce qui se passe en France. À quel point on a des difficultés. Alors, quand la moindre contestation... Il y a eu beaucoup de contestations en Iran. Finit dans le bain de sang, dans la tuerie d'une massive échelle, et en plus à huis clos, comme la République islamique a fait preuve à peine il y a 2 mois. Et puis en plus, ensuite, ils sont Il faut rappeler ce qui s'est passé il y a 2 mois. Alors, 15 novembre, les Iraniens se sont opposés à la décision arbitraire de l'État qui avait augmenté à 300% du jour au lendemain le prix de l'essence, qui est vraiment quelque chose d'essentiel pour l'Iranien normal. Alors, ils sont sortis dans les rues, ils se sont opposés à cette décision et le résultat, la coupure de l'Internet. Pendant 1 semaine, on avait aucun accès aux Iraniens pour savoir ce qui se passe à l'intérieur des frontières de ce pays. Et quelque temps après, on apprend qu'il y a 1500 cadavres qui ont été découverts dans les morgues iraniennes. Et la République islamique est tellement habile que peu de temps après, il crée un cinéma en accord, un cinéma bien orchestré avec les Américains pour se débarrasser de son homme fort. En tout cas, les rumeurs le disent. Voilà. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui prend de plus en plus de force parmi l'opinion publique. Et c'est quelque part, pour le sociologue que je suis, ça a de l'importance. Les rumeurs ont de leur importance. Alors, donc, peu de temps après, grâce à la mort de ce criminel de guerre, ce que nous avons, c'est que la République islamique arrive à retourner complètement la situation, profiter de cette crise en sa faveur. Alexandra de Hoop-Scheffer, il y a un pouvoir iranien qui est solide. Trump a annoncé des sanctions immédiates. On n'en connaît pas encore le détail.
Non, pas du tout. On sait que les dernières sanctions, celles d'avril, notamment 2019, c'est-à-dire de lever l'exemption qui avait été autorisée pour la vente du pétrole iranien envers la Chine, le Japon et l'Inde, a été vraiment quelque chose un tournant, en tout cas dans l'asphyxie économique. Et qui reste comme sanction possible. Ah mais bien sûr. Oui, non, je veux dire, qu'est-ce que l'on peut faire comme sanction supplémentaire? Je pense qu'ils peuvent viser peut-être des figures du régime iranien. Confisquer des avoirs. Là, oui, pourquoi pas. Enfin, là, je pense qu'ils ont déjà déployé, je pense, le maximum de ce qu'ils peuvent faire en termes de sanctions économiques. Donc, ce ne sera que rajouter encore à des sanctions économiques d'une brutalité sans précédent. Mais et qui, apparemment, ça ne sert pas à grand-chose. Qui, en premier lieu, affecte la population iranienne et qui, comme on le voit, n'affecte pas les ambitions et en tout cas les tactiques de déstabilisation de l'Iran dans la région et ni à l'intérieur en termes de répression de sa propre population. Donc l'effet des sanctions est contre-productif. Et c'est pour ça, finalement, qu'on en est venu à l'usage de la force militaire. Quand on utilise la force militaire, c'est souvent par échec de tous les autres outils utilisés de diplomatique étrangère. La diplomatie, finalement, n'a jamais véritablement été utilisée par l'administration Trump. Ça n'a été que des sanctions économiques. Et la réaction iranienne a été de déplacer la menace sur le champ militaire. Donc on en est arrivé ici, en fait. Bon, sauf peut-être avec la Corée du Nord. C'est à voir, hein, mais on est aussi dans un schéma assez similaire. Là, c'est une voie diplomatique qui est empruntée, avec des résultats qui sont difficiles à apprécier, j'utilise. C'est à voir, la situation peut vraiment virer d'un jour à l'autre. On a d'ailleurs évité un soi-disant épisode catastrophique autour de Noël. Ce sont des schémas extrêmement incertains. Donc oui, la Corée du Nord, pourquoi pas. À mon avis, Kim regarde tout ça, l'épisode iranien, avec beaucoup d'intérêt et cherchera à se protéger éventuellement d'une riposte plus ferme des Américains. Est-ce important pour l'opinion publique américaine, tout cela ? Bien sûr, c'est important parce que c'est le rôle des États-Unis dans le monde, c'est l'image des États-Unis dans le monde. Et il y a un paradoxe aujourd'hui dans la manière dont les Américains se perçoivent eux et leur pays dans le monde. En même temps, ils ne souhaitent plus vraiment jouer ce fameux rôle du gendarme du monde. L'Amérique est fatiguée de ces guerres après 11 septembre 2001. Et inversement, ils souhaitent toujours être perçus comme la plus grande puissance du monde et pouvoir être perçus comme la puissance la plus forte, notamment sur le plan militaire. Vous voyez l'ambiguïté ? Et oui, parce que c'est une vraie contradiction dans le discours de Donald Trump. Encore hier, il y avait cette contradiction entre un homme qui s'est fait élire sur une promesse non interventionniste et finalement quelqu'un qui ne cesse de brandir le potentiel destructeur de ses armes. Ça montre à quel point il est difficile de se désengager des guerres, à quel point c'est difficile de terminer ces guerres sans fin. Et ça, c'est notamment dans la lutte contre le terrorisme, il faut comprendre, et l'opinion publique américaine doit le comprendre, et nous-mêmes en France aussi, nous sommes engagés dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, on est dans des guerres sans fin. Et il est très difficile de s'en désengager. Manaz Shirali, même chose pour l'Iran, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? En tout cas, les ayatollahs sont vraiment imprévisibles. Et contrairement aux Américains, derrière lesquels on a de deux côtés affaire à des gens complètement imprévisibles, prêts à tout, aussi bien du côté des Iraniens que du côté des Américains. Mais la différence, c'est que derrière Donald Trump, il y a quand même des institutions démocratiques solidement ancrées, le Parlement, tout un système solide démocratique, alors que les Iraniens, les dirigeants iraniens, il n'y a rien derrière. Donald Trump, pour faire la guerre, a besoin de la décision de son Parlement, alors qu'en Iran, le Parlement ne fait pas poids, n'a aucun rôle. Le guide de la révolution, du jour au lendemain, pourrait prendre n'importe quelle décision. Donc, bon, mais il ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Parce qu'il n'a pas la possibilité de le faire. Ça, c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'il est quand même conscient qu'il n'a pas la force nécessaire, à part sa force de nuisance, il n'a pas une véritable puissance. C'est une bonne chose, il est conscient. Mais la seule chose qui me fait peur, c'est que le jour où ils voient que leur fin s'approchait, comment ils vont réagir? Parce qu'ils n'ont nulle part à aller, ils ne peuvent pas aller réfugier dans un autre pays, donc ils doivent lutter pour leur vie, pour leur survie. Et c'est ça qui les rend particulièrement dangereux.